Dollar US et gold, une semaine sous l'influence des statistiques du marché du travail américain. Alors chers amis, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes le mercredi 3 avril 2024. Fast & Forex, nouvelle édition. Le marché fait suite la semaine dernière à la mise à jour des chiffres de l'inflation aux États-Unis, l'inflation PCE, où le scénario du pire a été évité, c'est-à-dire que la surchauffe de janvier n'a pas été confirmée, la désinflation se poursuit, confirmant les dires récents de M. Jérôme Powell, patron de la Réserve fédérale des États-Unis, mais sans pour autant atteindre le niveau de confiance suffisant pour garantir un pivot rapide de la Réserve fédérale des États-Unis. Alors, le dollar américain et l'or seront cette semaine, car c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo, un point sur le dollar et un point sur le cours de l'or. Le cours de l'or qui, ce début de semaine, a inscrit un nouveau record historique, soutenu toujours par la prime de risque géopolitique, soutenu par la demande physique. Je vous ai régulièrement ici, dans cette émission, expliqué les types de demandes de gold et en particulier l'importance de la demande physique de gold en provenance de Chine. Et il semble que l'action monétaire de la Banque centrale de Chine, que son action budgétaire commence à produire des effets favorables sur l'activité en Chine. La consommation de matières premières et en particulier d'or en est boostée. Ce qui permet finalement à l'or overall de continuer de confirmer le signal technique haussier qui avait été donné au breakout des $2075. Objectif atteint. Rappelez-vous, ma cible à $2250, elle est atteinte. Alors, est-ce la cible finale? Je pense que non. C'est pour ça que je vais vous en parler dans cette vidéo. Je pense que non. Naturellement, le mouvement continuera d'alterner entre impulsion, correction, flat, retracement. Mais overall, je pense que sur l'ensemble de l'année, la cible se situe plutôt vers les $2600-$2600. En tout cas, les $2250 étaient une belle cible. Elle est faite. Target reached, objectif atteint. Je parle du dollar, je vais parler de l'USD yen, qui n'a toujours pas franchi le seuil d'invalidation des 152 yens. Va-t-il le faire? Vous savez que les autorités japonaises ont rassemblé un paquet de pognon, prêtes à intervenir à tout moment pour empêcher le dépassement de ce seuil. Pour l'instant, pas d'action. Nous savons que dans les interventions récentes des autorités japonaises sur le marché d'échange, via la Banque centrale du Japon, eh bien, cela a pu avoir pour effet un rebond du yen de quelques centaines de pips, c'est-à-dire une baisse du taux USD-yen de quelques centaines de pips. Pour l'instant, pas d'intervention en attendant les chiffres US, mais le gouvernement, les autorités japonaises ont fait savoir que pour elles, c'était intolérable d'avoir un yen qui s'affaiblirait avec une vraie accélération du coup du USD-yen au-dessus de 152. Nous allons parler de tout ça, chers amis. Écoutez, installez-vous confortablement, bienvenue, Fast & Forex. On attaque donc le plan, dollar US et gold, une semaine sous l'influence de l'emploi. Vous notez que j'ai ajouté, pour votre confort visuel, en espérant que cela vous plaise, un highlight cursor, comme on dit, c'est-à-dire de quoi voir exactement où est-ce que je pointe le pointeur de la souris pour que la présentation soit plus lisible et agréable. Donc le plan, alors oui, un mot rapide sur les chiffres de l'inflation US PCE, l'indice favori de la Fed qui ont été publiés vendredi dernier. Cette semaine, vous avez beaucoup de temps forts qui sont centrés sur l'emploi, sur la macroéconomie US. Je vais vous parler de l'or, je parle du dollar US, je parle de la Chine, je parle de l'USD yen, je parle de plein de choses. Et donc c'est parti, les chiffres de l'inflation US-PC ont rassuré le marché, mais la Fed reste data dependent. Et oui, cela aurait été trop facile. Vous savez, alors autant en Europe, mais du fait de la contraction économique ou de la récession technique, comme on veut, en Europe, l'inflation est vaincue. Avez-vous vu récemment les chiffres? Alors la Suisse, ça y est, la BNS a déjà pivoté. Je vous ai fait un point sur la Banque nationale suisse dans le Fast & Forex de la semaine dernière, où le titre était « La BCE va pivoter avant la Fed », pourrait pivoter avant la Fed. Vous savez quoi? Est-ce que vous avez vu entre-temps les chiffres de l'inflation en France et en Italie? Ça confirme vraiment de plus en plus que la Banque centrale européenne devrait pivoter avant la Fed. C'est-à-dire que la BCE pourrait avoir sa première hausse de taux dès le mois de mai, ou en tout cas garantie en juin. Alors que pour la Réserve fédérale des États-Unis, ce n'est pas le cas. Ce qui a expliqué le recul récent du cours de l'euro-dollar, qui lui reste dans un trading range. Je ne reparle pas de l'euro-dollar,
Je l'ai fait la semaine dernière, c'était valable, encore valable. Mais voilà, cette semaine, vous avez de grosses statistiques américaines. Alors pourquoi ce sont de grosses statistiques? Parce que, je vous rappelle qu'il y a deux grandes thématiques fondamentales. Vous avez l'inflation, le régime des prix, qui peut conduire à une modification de la politique monétaire parce que c'est l'objectif premier d'une banque centrale, la stabilité des prix. Et puis vous avez toute la partie macroéconomique, et en particulier la croissance économique future et le marché du travail. Il y a un seul baromètre, une seule statistique qui pourrait amener la Fed à agir à la baisse. Avant la BCE, imaginons, mais peu probable. En tout cas, avant qu'elle ait vraiment confiance dans un retour de l'inflation sous 2% en rythme annuel, c'est une dégradation du marché du travail. Cette première semaine d'avril, entre aujourd'hui et vendredi, vous avez toutes les statistiques de l'emploi américain qui sont mises à jour. Le JLTOS, Job Openings, l'enquête ADP, vous avez les composantes emploi de l'ISM, le rapport NFP. Et cela va avoir un effet sur le dollar, sur l'or, via aussi l'effet que cela produira sur les taux d'intérêt du marché. Alors, bon, rapidement, donc un point sur cette inflation PCE. Donc, je vous ai mis ici un certain nombre d'illustrations. Il s'agissait donc d'une crainte majeure de la dernière semaine du mois de mars en bourse. La mise à jour de l'inflation US-PCE, le baromètre d'inflation le plus suivi par la Fed, car au plus proche des dépenses de consommation des ménages US. Alors que Jérôme Powell avait confirmé sa confiance dans la désinflation lors de la dernière décision de politique monétaire de la Fed, le marché craignait que le PCE soit supérieur aux attentes. Alors d'ailleurs, au passage, si la Fed a donné sa dernière décision en matière d'auto il y a 2 semaines, cette semaine, enfin ce mercredi soir, vous avez ce qu'on appelle les minutes du FOMC, à ne pas confondre avec une décision de politique monétaire, mais vous aurez ce soir tous les détails, et en particulier des détails autour des dot plots, et puis voir un peu le rapport de force au sein des membres votants de la Fed, quant à savoir si oui ou non il y aura vraiment la première baisse de taux au mois de juin. Donc les statistiques de l'emploi, la mise à jour de l'ISM et les minutes du FOMC, ce sont les temps forts de la semaine. Alors finalement, le PCE sous-jacent est ressorti à 2,8% en rythme annuel, toujours en baisse et vers la cible de la Fed. Alors ça, c'était comment dire, le facteur technique, le facteur fondamental dominant de la fin de semaine dernière. Vous avez, je vais ici supprimer, donc, ce qui est le plus important, c'est ce que vous avez sous les yeux. C'est l'indice des prix PCE aux États-Unis, le PCE sous-jacent, ou Core PCE. C'est celui que regarde la Fed. Alors effectivement, la courbe est descendante. Désormais, le PCE Core est à 2,8. C'est bien, sauf que je vous rappelle que ce qu'envisage, ce que souhaite faire la Réserve fédérale des États-Unis, c'est revenir au monde d'avant. Les banques centrales ont peut-être cette illusion, certains diraient, de vouloir revenir au monde d'avant, au régime des prix d'avant la guerre, d'avant l'exacerbation des tensions géopolitiques, d'avant la crise sanitaire, où à l'époque, on se battait pour avoir de l'inflation. C'est ça. Il y a encore 4 ans, on se battait pour avoir de l'inflation. Maintenant, on se bat pour ne plus en avoir. Et lorsqu'on se battait pour avoir de l'inflation, elle était entre 1,5 et 2. C'est ce que montre, c'est ce qui illustre à la perfection l'indice des prix PCE. Voilà ce qu'était le monde d'avant. Donc oui, la trajectoire est bonne, mais on est encore, déjà, il faut réintégrer la zone. On voit bien que c'est en fait depuis février 2021. La cassure technique, la cassure du range par le haut a commencé en février 2021 et ça a été le début de cette campagne de lutte contre l'inflation, mais que les banques centrales ont mis longtemps parce que vous savez que la première hausse de taux de la Fed, c'était là. Vous imaginez ? La première hausse de taux de la Fed, c'était là. Elle a quand même mis la Fed un paquet de mois à agir. Maintenant, voilà, va-t-elle baisser ses taux avant que l'inflation revienne pour pas casser l'économie? C'est le débat du moment. En tout cas, le pire a été évité. C'est-à-dire que en janvier, vous aviez eu une surchauffe du PCE en données mensuelles à 0,5, qui avait un peu stressé le marché. Pourquoi ? Parce que dans le monde d'avant, le monde non inflationniste, en version mensuelle, le PCE sous-jacent évoluait entre 0 et plus 0,2. Et en janvier, un plus 0,5 qui a fait stresser tout le monde. Nous sommes retombés à plus 0,3.
en février, c'est bien, le pire a été évité, mais ce n'est pas encore la panacée. Et l'inflation, de toute façon, reste encore à un niveau qui est trop élevé. Donc ici, je vous ai mis quelques détails, et en particulier ce que regarde la Fed. Donc là, je vais un peu dans les détails. Si ça vous saoule, écoutez, j'espère que non. Mais voilà, il faut bien comprendre qu'est-ce qui crée les tendances sur le marché des changes, qu'est-ce qui crée la tendance sur le dollar. Le dollar qui est en rebond, même si overall il est en trading range, mais il a rebondi à court terme du bas vers le haut du range. Eh bien, voilà, ce qui était quand même rassurant sur les chiffres de vendredi, c'est notamment la dimension service du PCE. Alors, je vous rappelle que l'économie américaine est une économie de service à 80%, et le chiffre est tombé à 0,3 pour février après avoir fait un pic à 0,6 en janvier. Là-dessus, le marché a un peu respiré. Alors overall, Jérôme Powell, qui reparle ce mercredi et qui a parlé vendredi après-midi, a dit que la trajectoire était conforme à ce qu'envisageait la Fed, mais qu'il n'y avait pas encore la confiance suffisante pour garantir une première baisse de taux au mois de juin. Alors, les temps forts fondamentaux de la semaine, l'emploi US et l'ISM, les deux temps forts fondamentaux de la semaine, plus les minutes du FOMC. Je vous ai mis en haut à droite ici tout l'agenda macroéconomique. Alors gardons bien à l'esprit que les grandes thématiques qui occupent l'esprit des investisseurs institutionnels sont le régime des prix, ou inflation, et le cadre macroéconomique prospectif, ou niveau de la croissance économique future. Sur le thème du régime des prix, le marché a donc été rassuré avec un PCE de février qui n'a pas confirmé la surchauffe du mois de janvier. Rappelons que la Fed envisage un PCE sous-jacent à 2,6 d'ici la fin de l'année et un retour à 2% dans le courant de l'année 2025. Cette première semaine du mois d'avril, le marché va accorder toute son attention au cadre macroéconomique US avec la mise à jour de deux baromètres majeurs, les chiffres de l'emploi US et les PMI de l'ISM. Alors, pour l'emploi américain, vous avez un certain nombre de chiffres qui sont à suivre cette semaine et qui vont avoir donc un impact important sur le marché. Tout commence ce mercredi avec l'enquête ADP. L'enquête ADP qui concerne 18% de la population active aux États-Unis. Le marché du travail américain, en termes de création nette d'emplois, le marché du travail américain est considéré comme solide tant qu'il y a plus de 100 000 créations nettes d'emplois par mois. Donc ça, ce sera la première chose à surveiller. Vous avez mercredi à 16h la mise à jour de l'ISM des services, alors qui est très important. Pourquoi ? Parce que le PMI des services, de l'ISM, c'est l'indicateur avancé le plus respecté par la haute finance quant à l'activité économique aux États-Unis. Et je vous rappelle que tant que le chiffre est au-dessus de 50, nous sommes en expansion. Là, vous aviez l'exemple de la crise sanitaire, mais je peux aussi vous montrer la crise financière de 2008 ou la bulle Internet. Pour l'instant, le PMI se maintient en expansion. Et en fait, le marché va surtout regarder deux choses, la composante emploi et la composante service et la composante inflation. En particulier, donc ISM Service Price. Ou si vous regardez depuis 10 ans, ici vous aviez l'ISM des inflations. Là, vous avez eu l'envolée qui annonçait la vague inflationniste. Depuis, c'est retombé. Et voilà, ce qu'on aimerait voir, c'est une dimension prix de l'ISM des services qui se maintiennent dans cette zone basse. Donc, ce sont des petits détails. Ce sont des petits détails à observer pour chacun de ces chiffres, mais c'est ça qui va faire la différence et c'est ça qui va impacter le dollar américain, c'est ça qui va impacter le taux du marché, c'est ça qui va impacter le dollar aussi américain dans sa tendance haussière. Alors, je continue par ces chiffres. Donc, vous avez ensuite le chiffre le plus attendu de la semaine, qui est donc le rapport NFP aux États-Unis. Le rapport NFP aux États-Unis, en fait, c'est le rapport central sur le marché du travail aux États-Unis. Vous avez les créations nettes d'emplois. Alors, vous avez déjà la mise à jour du taux de chômage, la mise à jour du nombre de chômeurs. Et lorsqu'on regarde le dernier rapport NFP ici, eh bien, vous aviez eu une hausse du chômage à 6 500 000 chômeurs aux États-Unis, soit 3,9% de la population active, sachant que je vous rappelle que le seuil d'alerte de la Réserve fédérale est à 4,1%. Donc ça, c'est très important. Et clairement, l'impact est direct. L'impact est direct à la fois sur le dollar américain, via l'impact sur les taux du marché, et sur le cours de l'or. Tout l'enjeu pour la Fed
est de maintenir sous contrôle ce taux de chômage. Et si par exemple, ce vendredi, le taux de chômage devait monter à 4 ou 4,1% de la population active, attention, là clairement cela va augmenter la probabilité que la Fed pivote en juin, quand bien même l'inflation sera encore au-dessus des 2%. Donc c'est très important à suivre, et dans ce qu'il faudra aussi suivre en détail dans ce rapport NFP, et je vous ferai le topo mercredi prochain, c'est comment les créations d'emplois se répartissent en fonction des secteurs. Jusqu'à présent, l'économie américaine était capable de continuer à créer beaucoup d'emplois dans les services. Or, la Fed s'inquiète encore de l'inflation des services, qui se maintient à un niveau trop élevé. Donc ce sont l'ensemble des chiffres qui sont à suivre ici sur l'ensemble de la semaine. Powell, lui, il reparle ce mercredi. Alors maintenant, je vous parle un peu d'analyse technique. On se donne premier objectif technique aussi atteint. Donc là, je suis assez satisfait parce que c'est vrai que sur le cours de l'or, je vous propose depuis un certain nombre de mois un suivi technique haussier avec une approche fractale haussière qui laissait envisager la cassure de l'ancien record historique de nouveau plus haut. Et j'avais une cible de hausse pour l'année à 2250 $. Il se trouve que nous sommes en avril et qu'elle est faite. La cible a été faite. Maintenant, éventuellement, peut-être que ce qui peut vous intéresser, c'est de savoir, du coup, qu'est-ce qui se passe. Je pense que cette cible des 2250 $, si elle peut créer une pause à court terme, car même une tendance haussière alterne entre impulsion, phase de transition latérale, ou impulsion, retracement, et ça repart, overall, je pense que sur l'ensemble de l'année, le cours de l'or peut aller chercher plus haut. Et j'ai d'autres cibles d'extension parce que nous sommes sur des records historiques. À partir de là, pour calculer des objectifs de cours, il faut utiliser certains outils d'analyse technique. Et l'approche fractale, en particulier la théorie des vagues d'Elliott et son outil des extensions de Fibonacci, permettent de calculer des cibles théoriques. Et au-delà des 2250 $, j'ai des cibles entre 2500 et 2600 $. Donc on va commencer par le gold. Where is my gold is here. Donc je vous remontre la big picture, la vue de long terme, chers amis. Nous sommes dans une vague 5, nous sommes dans une belle vague 5, je suis ici en échelle normale, je pourrais passer en log, ça reviendra au même, mais on va alterner entre les deux. Je suis dans une belle vague 5 et plusieurs éléments m'intéressent. Alors, vous avez donc tout d'abord, alors ici je repasse en échelle normale. Là, donc, une 1, une grande 2, une grande 3, une 4 en... Donc là, c'était une 1, une 2 en flat, une 3, une 4 en zigzag. Je vous rappelle qu'en analyse fractale, les vagues de correction sont alors soit des zigzags, soit des flats, ça peut être des configurations complexes, ça peut être des triangles. Il y a un principe qui est dit de l'alternance. Et là, pour le cours de l'or, ça a été bien respecté. Avec ici, ce fut un flat et là, un zigzag. Nous sommes dans une vague 5, qui est une vague impulsive, elle-même sous-décomposée en 5 temps. La cible théorique. La cible théorique usuelle pour une vague 5, c'est en fait, nous sommes ici sur un record historique. Il faut bien savoir trouver des objectifs. Alors, on peut croiser l'approche prix momentum. Si j'utilise par exemple l'indicateur technique RSI pour représenter le momentum, c'est lorsqu'on arrivera sur ces niveaux-là, ces gros niveaux de RSI, que je pense qu'on se rapproche du bout. Là, on entre à peine en zone de surachat. Je vous rappelle qu'en tendance haussière, lorsqu'on entre en zone de surachat, c'est une confirmation de la tendance. Maintenant, en termes fractales, la vague 5, c'est soit une proportion de la 1 au bas de la 4, soit une proportion de la 3 au bas de la 4, soit une proportion du bas de la 1 au top de la 3 au bas de la 4. Et ça, c'est notamment l'objectif qui est le plus surveillé. L'objectif qui est le plus surveillé, c'est vraiment celui que tout le monde regarde, même s'il y en a d'autres. C'est une 5 qui représente 0,618 du bas de la 1 au top de la 3, reporté au bas de la 4. Et j'ai donc ici mis cette extension de Fibonacci, et c'est ce qui me donnait, là, mes 1250. Voilà, c'était mes 1250 $. Mes 1250 $, c'était mon extension de Fibo, mon 0,618 du bas de la 1 au top de la 4. L'objectif est fait. Maintenant, j'estime qu'en fait, ce n'est pas la fin, dans le sens où nous sommes dans une 5e vague impulsive, elle-même sous-décomposée en 5 temps. Là, on a eu une 1, une 2, et on est dans la 3 de la 5. Donc, moi, j'estime que cette tendance haussière va se poursuivre. Comment déterminer d'autres objectifs de cours, même si, entre-temps, il y aura encore des phases de pause. Ici, vous avez eu la 2 de la 5, qui était quand même assez longue. Il y aura, à un moment ou à un autre, quand la 3 de la 5 sera terminée, vous aurez une 4 de la 5.
et ça temporisera. Et là, il faut aller voir sur les horizons de temps plus faibles. Est-ce qu'on a des divergences en daily? Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc voilà, ça après, c'est du trading. Moi, je parle ici d'investissement. N'oubliez pas toujours la big picture, l'objectif de long terme en tête. Le reste, c'est du bruit de marché. Sauf pour ceux qui font du trading et du day trading. Mais moi, ce qui n'est pas mon cas, ce qui n'a jamais été mon positionnement. Alors, pour calculer maintenant d'autres cibles, ici, je suis allé chercher des extensions qui sont beaucoup plus élevées, qui sont... alors, l'extension max du max, ce serait de faire une fois le bas de la 1, au top de la 3, au bas de la 4. Ce qui me donne les 2600$. Ça, ce serait vraiment la cible annuelle max de max de max. Je peux aussi passer en échelle logarithmique et revenir sur mon extension ici, donc revenir sur mon extension du bas de la 1, du bas de la 1 au top de la 3, et ce qui me donne du 2500$. Là, c'est sur une échelle logarithmique. Qui peut... alors, qu'est-ce qu'on utilise comme échelle? De l'arithmétique ou du logarithmique? Dès lors que vous avez un intervalle de prix sur l'axe des ordonnées qui balaye 1000$, je pense que il faut jongler entre les deux, voire peut-être même plus intéressant d'être en log. Car vous êtes d'accord avec moi que voilà, je passe de 1000 à 1100 en pourcentage, je passe de 2000 à 2100, je gagne 100$ dans les deux cas, mais c'est pas les mêmes 100$. Ce qui compte, c'est l'évolution relative pour le capital. Et l'échelle relative, l'échelle multiplicative, c'est l'échelle logarithmique. Et donc, si je fais 0,68 du bas de la 1 au top de la 3 au bas de la 4 en log, ça me donne 2500. Donc j'aurais tendance à dire, encore une fois, ce n'est que mon humble avis, que cette cible des 2250$, qui était à la base ma cible annuelle, eh bien, n'est qu'une cible intermédiaire. Encore une fois, il y aura des retracements, il y aura des pauses. Là, nous sommes dans la 3, donc j'ai sa sous-décomposition ici. À un moment, ça peut refaire un pullback ici et repartir. Ça, c'est du trading, c'est autre chose. Mais overall, je pense que la cible est plus élevée sur l'ensemble de l'année. Il va falloir commencer à faire attention à court terme avec du surachat. Il va falloir laisser le temps aux moyennes mobiles de remonter. Mais nous avons une tendance haussière bien construite. Et je ne serais pas surpris que d'ici Noël, on aille chercher les 2500$ sur le cours du gold. Voilà, alors ça c'était pour mon actualisation sur le gold. Maintenant une actualisation sur le dollar américain et l'USD yen, point technique. Donc là c'est important, il y a vraiment deux choses qu'il va falloir surveiller. J'ai un certain nombre d'hypothèses. Bon, alors, premièrement, tout d'abord, attention aux interventions de banque centrale. Les autorités japonaises, là je parle de l'USD yen, ont vraiment menacé, c'est le verbe qui est utilisé to threaten lorsque vous lisez la presse anglo-saxonne financière, d'intervenir. Les autorités japonaises ne toléreront pas, surtout qu'en plus la Banque du Japon commence à peine à normaliser sa politique monétaire, ne toléreront pas davantage d'effondrement du yen. Les investissements étrangers ne viennent plus. Ils veulent recréer de l'attractivité du yen. Et dans un premier temps, limiter les dégâts d'une chute du yen trop brutale, alors que le dollar US a rebondi. Les autorités japonaises ont menacé, mais elles ne l'ont pas encore fait, mais elles l'ont déjà fait dans le passé, d'intervenir sur le taux USD yen. Le seuil d'intervention qui a été donné, je vous le donne, c'est 152. Alors, est-ce qu'elles vont intervenir si ça fait un breakout des 152 ou est-ce qu'elles vont carrément agir sur le marché interbancaire pour bloquer à 152? J'en sais rien. Pour l'instant, il n'y a pas eu. Voilà, ce sont des menaces. Et donc, vous devez bien suivre ça pour le taux USD yen. Bon, pour ce qui est du dollar américain, moi, j'ai toujours mon scénario de long terme. Mon scénario de long terme que vous connaissez, d'une structure comme ça en ABC. Nous sommes dans la baie. Cette grande baie qui dure et qui dure. Alors, il y a deux hypothèses. Vous avez l'hypothèse la plus baissière, qui consiste à dire en fait que la grande baie est déjà terminée. Ici, vous voyez, elle aurait été terminée ici, là. Et que nous serions déjà dans la grande C, elle-même en 5 temps, 1, 2, 3, 4, 5, et nous aurions fait ici la 1, nous serions dans la 2 de la 5, c'est crédible, tant que la 2 de la 5 ne dépasse pas 78,6 de retracement de la 1 de la 5. Ce qui fait qu'en fait, cette 2 ici pourrait être valable tant qu'on se maintient sous ce niveau-là. Donc, ce serait davantage ici que ce scénario tomberait à l'eau. Bon, très bien. Ça reste encore valable, ça va dépendre de tous les chiffres macro dont je vous ai parlé en début de vidéo. Ça, cette hypothèse, la trouve peut-être agressive. J'ai une autre hypothèse, moi, qui serait en fait d'une baie qui pourrait prendre la forme d'une structure en triangle. Cela arrive tout à fait.
Alors en analyse héliotiste, vous avez un certain nombre de patterns qui sont possibles en triangle. Je me suis naturellement tourné du côté du triangle symétrique. Nous pourrions avoir ce type de pattern et ça resterait dans les cordes tant qu'on se maintient sous cette résistance des 105,80. En fait, finalement, le scénario bear sur le dollar, c'est vraiment cette zone-là qu'il ne faut pas dépasser. Si on rejette sous cette zone, ça peut valider soit le scénario d'une 2 de C qui serait terminée, ou même ce scénario d'une B en triangle qui pourrait durer assez longtemps, avant plus tard, après, une fois acquis le pivot de la Fed, de ressortir par le bas. Bon. J'ai ces deux hypothèses qui sont sur la table. Dites-vous bien une chose, que j'échange avec un certain nombre d'analystes techniques, on s'arrache tous les cheveux sur ce que prépare le dollar. C'est pas très agréable quand c'est neutre comme ça, que ça oscille dans tous les sens, qu'il n'y a pas de vraie tendance. L'or, il y a une vraie tendance. Le dollar, on ne sait pas. Donc, plusieurs hypothèses sont sur la table. On essaie de comprendre, sans ignorer les fondamentaux, mais en même temps, il faut à un moment ou à un autre avoir une vue purement technique. Moi, j'ai ces deux hypothèses sur la table. Soit d'une B encore en construction en triangle, soit terminée, et nous serions dans une 2 de la C qui retrace profondément la 1. Avis aux héliotistes, s'il y en a parmi vous, dites-moi dans les commentaires si vous choisissez l'un de ces deux scénarios, ou peut-être aucun des deux. Il peut y avoir d'autres approches. Donc voilà, ça, et donc nous aurons cette semaine avec l'inflation US, avec l'emploi US, j'espère davantage de réponses. Et donc voilà, attention à l'USD Yen, ici vous avez donc le seuil d'intervention des autorités japonaises. Pour l'instant, le marché est en dessous. Alors, seuil d'intervention des autorités japonaises, encore une fois, les autorités japonaises, le marché d'échange est tellement énorme en termes de volume que le Japon n'aura pas la possibilité de choisir « je veux un USD Yen à tel prix ». Non. Il a en face un volume conséquent et des hedge funds qui vont spéculer contre lui. Mais il semble acquis par rapport à l'enveloppe que les autorités japonaises seraient prêtes à mettre sur la table que si elle intervient, cela pourrait générer entre 300 et 500 pips de baisse. Mais à partir du point d'intervention. Donc si vraiment les autorités japonaises interviennent un peu au-dessus de 152, ça pourrait ramener à 147, 148, mais pas tellement plus. Vous voyez ? Après, ça va vraiment dépendre ça va dépendre de l'USD de toute façon. Ça va dépendre de la Fed. C'est ça le point d'incertitude. C'est ça la grande différence entre les États-Unis et l'Europe. Où en Europe, l'inflation est vaincue parce que la croissance économique est à zéro. L'économie américaine, le capitalisme américain a démontré une capacité des ressorts que n'a pas l'Europe. Je ne parle pas de la Suisse, encore une fois, je parle de la zone euro. Donc, voilà, chers amis. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu tout ça. On a un peu parlé de plein de choses, un peu dans tous les sens. J'espère que ça ne vous a pas trop saoulé, tous ces détails. Et que vous passez toujours, de temps en temps, des bons moments à m'écouter. Et pour cela, d'ailleurs, je vous en remercie. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine pour le Top Gun. Merci.